Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous propose que l'on commence cette soirée. Avant de commencer, je tiens donc à remercier l'Aéroclub de France, l'association AGP 21, et puis vous dire qu'on poursuit notre philosophie de proposer des conférences dans le domaine spatial sur des domaines très variés. Les précédentes conférences étaient plutôt sur des missions spatiales, et notre souhait est également de faire des conférences sur les aspects géopolitiques, voire même sur les aspects éthiques. Ce sera le cas de la prochaine conférence le 2 mai prochain, mais vous avez dû recevoir ou vous recevrez les invitations très prochainement. Donc ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Isabelle Sourbès-Verger pour nous parler de la Chine dans l'espace et du rêve chinois. Merci à Claudie Agnuret d'avoir accepté de participer à la présentation de cette conférence. Donc bonne conférence à tous et je suis heureux de vous laisser le micro. Merci Olivier, bonsoir à tous. Mira. Je suis ravie de pouvoir dire quelques mots pour introduire Isabelle. Je connais depuis longtemps, qui va nous faire une conférence passionnante. Si vous me le permettez, j'aimerais dire un tout petit mot au sujet de votre président, Lucien Deschamps. Voilà, j'avais eu l'occasion de rencontrer, travailler, et ça m'a ému de savoir que vous avez quitté trop vite. Mais AGP 21 a plein de projets, et je suis sûre que ça continue à bien avancer. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Isabelle Sourbès-Verger, elle est géographe. Elle va vous expliquer un petit peu qu'elle est partie sur une géographie de territoire un peu particulier, une géographie de l'espace circumterrestre. Et puis ça fait longtemps, ça fait 40 ans, j'ai regardé les publications. La première publication, c'était en 83 sur ces aspects de la géographie, dans l'enseignement de la géographie, comment les données spatiales pouvaient être intéressantes. Je trouve ça formidable. Et puis bien évidemment, Isabelle, on la côtoie beaucoup pour son expertise énorme sur la géopolitique, avec bien évidemment toutes ces grandes puissances émergentes qui interviennent dans le spatial. Ça fait très longtemps là aussi, Isabelle, que tu travailles sur la Chine. J'ai vu dans ta biblio, un des premiers papiers, c'était il y a 30 ans, 93, commençait à évoquer la puissance chinoise. Et vous imaginez bien que beaucoup de choses se sont passées, que ça s'accélère, et on va être ravis d'entendre tous ces éléments. Alors Isabelle est directrice de recherche au CNRS. Elle anime beaucoup de sujets de recherche avec des étudiants dans de nombreux labos, l'ABEX, avec des tas d'étudiants sur des tas de projets. C'est une enseignante formidable, une conférencière absolument exceptionnelle. Il y a beaucoup de chance de l'avoir avec nous ce soir. Et moi, je suis ravie de l'entendre nous parler du rêve chinois, parce que il y a un papier intéressant, vous allez nous en parler, de stratégie chinoise qui est paru en début d'année, qui va nous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui, avec cette ambition, si j'ai bien compris, au centenaire de la création de la République populaire, c'est 2049, l'arrivée de Mao Zedong en 1949. Eh bien, la Chine pourrait être le leader du monde spatial. Donc on va suivre avec intérêt toute cette présentation, et puis en sachant qu'on pense à ceux qui sont en orbite aujourd'hui, parce qu'en orbite on parle beaucoup de la Station spatiale internationale, et vous connaissez l'équipage, en particulier mon frère Robert Catagore en ce moment, Mathias Morel, qui va bientôt être relayé par Samantha Christopher-Retti, qui part aussi dans quelques jours, mais il y a aussi des stations spatiales chinoises, avec 3 astronautes chinois en ce moment en orbite. Donc là aussi, cette coopération, une compétition, une présence dans l'espace, dans le domaine de l'exploration habitée, c'est passionnant de voir comment on avance. Alors, la place à Isabelle, et on va être passionnés. Merci. Merci.
Alors, merci beaucoup, Claudie, pour ces mots très gentils. C'est vrai que c'est sympa d'avoir compté à ma place. En général, j'évite, mais là, effectivement, bon, c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que je travaille sur les questions spatiales. J'ai toujours travaillé, en réalité, dès que j'étais jeune chercheur, et même pas encore tout à fait jeune chercheur, j'ai travaillé sur les questions spatiales à travers un biais particulier qui était la question, justement, de l'occupation de l'espace. C'est-à-dire, en fait, comment se manifeste cette activité spatiale. Et à l'époque, dans les années 1900, un petit peu, voilà, c'est supposé. Moi, j'ai commencé véritablement à travailler sur les questions spatiales en 1981. 1981, c'était une toute autre époque en réalité par rapport au spatial, vous vous en souvenez peut-être. On était en train de commencer à rentrer dans une logique d'occupation de l'espace un petit peu plus régulière, mais le premier tir de notre lanceur Ariane, c'était 1979. Donc effectivement, en 1979, l'Europe, pour la première fois, réussit à devenir une puissance spatiale au moment où les Américains lancent la navette spatiale. Ça nous paraît quand même aujourd'hui très loin. Et quand on en parle à nos étudiants, alors maintenant, les étudiants, ils sont nés en 1993, 1997, etc. Le temps a passé. Et pour eux, l'occupation de l'espace, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est tout à fait évident. Cette idée que l'espace, c'est un petit peu la banlieue de la Terre et que c'est le lieu dans lequel, effectivement, maintenant, se placent les activités terrestres. Et tout le discours qu'on a aujourd'hui sur mais que deviendrions-nous sans les satellites, c'était pas du tout un discours qu'on entendait dans les années 1980. Et ce que je voudrais dire par là, et c'était très bien que tu rappelles que le premier article daté des années 90 sur la Chine, c'est qu'il y a aussi un petit problème avec les gens de ma génération. Je suis exactement la génération Sputnik, je suis née après Sputnik en 1957, mais les gens de ma génération, on a une espèce de vision particulière du spatial, qui était un spatial quand même étatique, un spatial dans lequel s'exprimaient beaucoup de relations internationales. Et c'est très intéressant ce qu'évoquait Claudie sur justement, aujourd'hui dans l'espace, il y a un équipage multidisciplinaire avec des Russes, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes aujourd'hui, et à côté avec des Chinois qui eux sont distincts, et ça c'est vraiment un héritage de la position internationale à part de la Chine dans le domaine spatial. Et cette histoire du spatial, la question c'est est-ce qu'elle est en train de changer et jusqu'où elle est en train de changer. Parce qu'on nous parle beaucoup du New Space, indéniablement, les activités d'entrepreneurs type Elon Musk ont changé beaucoup de choses dans l'activité spatiale. Jusqu'où ont-ils changé véritablement ce spatial national? Ça, c'est la grande question. C'est un petit peu tôt pour le savoir. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a sans doute deux volets d'activité spatiale. Le volet étatique et ce nouveau volet des entrepreneurs. Tout en sachant bien que ce nouveau volet des entrepreneurs, ils sont les premiers à dire que, par exemple, dans le cadre de l'exploitation de la base lunaire, qui est la prochaine étape du document, eh bien, finalement, il faudra 20 ans de financement public pour que, véritablement, des industriels puissent réussir à mener une activité proprement industrielle et proprement privée dans l'espace. Donc, si vous voulez, on a quand même encore facilement une bonne vingtaine d'années dans lequel ce sera le rôle des États qui sera certainement encore un rôle fondamental et primordial. Mais autre chose sur laquelle je ne reviendrai pas, donc je le dis tout de suite, c'est qu'en fait, le traité de 1967, qui régit les activités spatiales, ce traité est un traité interétatique. C'est-à-dire qu'en réalité, les parties prenantes à l'activité spatiale sont seulement les États. Si bien que chaque fois qu'Elon Musk fait un lancement, et même si un jour il veut lancer une expédition martienne, ça passera par l'autorisation des États-Unis. Et donc compte qu'ils seront responsables s'il y a le moindre dommage et le moindre problème. Et quand on voit comment les États-Unis finalement ont interrompu pendant longtemps les vols de navettes après les accidents successifs, il y a peu de chances que les États-Unis autorisent une mission kamikaze vers Mars, quand bien même Elon Musk réussirait à la monter et à trouver des volontaires. Ça sans doute pas les volontaires le plus difficile. Donc finalement, cette histoire du spatial, il faut la décliner en fonction des grands paramètres généraux. Et puis, dans un pays comme la Chine, on va se rendre compte qu'effectivement, là, on est dans un État qui continue à privilégier la puissance publique. Et même si, j'en dirai quelques mots, même si l'on encourage les développements économiques, ce sont des développements économiques
qui sont étroitement intégrés dans une certaine vision par l'État chinois de ce qu'il veut en termes d'innovation et de développement commercial. Alors l'histoire à part de la Chine spatiale, donc la Chine spatiale, effectivement, aujourd'hui on a un discours qui est quand même assez, j'allais dire violent, c'est pas tout à fait ça dans le domaine spatial, mais en tout cas un discours qui est extrêmement volontariste de Xi Jinping, qui est nouveau et qui va avec le reste de la politique de ce dirigeant de la Chine, à savoir la Chine doit démontrer qu'elle est une des premières puissances spatiales, bon, dès maintenant, c'est possible quand même, et en 2049, ça devrait être achevé. Alors, il ne dit pas exactement que ce sera une plus grande puissance spatiale que qui que ce soit, en particulier on pense aux États-Unis, mais il dit qu'elle doit être au tout premier rang. Et donc, le tout premier rang, effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose que moi je ne vois pas du tout comme une course à l'espace, comme on a pu voir la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique, parce que je pense que les enjeux sont plus du tout les mêmes, mais il y a effectivement un État à rattraper, un État avec qui éventuellement faire en forme peut-être de condominium sur le reste de l'activité dans son ensemble. Et cet État, c'est les États-Unis. On verra que pour les États-Unis, ça c'est la perception que vous en avez sûrement tous, du côté des États-Unis, la Chine est vue comme un compétiteur, un concurrent, et quelqu'un qui a pour ambition finalement de prendre toute la place et d'exclure les Américains de leur rôle hégémonique. Alors, oui, certainement que la Chine a absolument l'intention de remplacer l'hégémonie spatiale américaine d'aujourd'hui par du multilatéralisme. Ils se défendent beaucoup en Chine de vouloir jouer le rôle que les États-Unis jouent aujourd'hui dans l'espace. C'est possible qu'effectivement leur ambition soit juste d'avoir une part du lion et une part du lion qui n'inclut pas forcément la dimension de leadership que les États-Unis ont constituée dans le domaine spatial. Et ça, je pense que c'est assez intéressant et que c'est aussi le résultat d'une époque. C'est-à-dire que dans les années 1957-1960, vous étiez à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une période de décolonisation et il fallait démontrer la supériorité d'un modèle sur un autre modèle. Finalement, la Chine n'a pas tellement envie de démontrer la supériorité de son modèle. Ce qu'elle a envie, c'est que son modèle lui permette d'avoir une place significative de premier rang et lui rapporte en termes de développement économique et de stratégie globale d'influence. L'influence, c'est pas exactement le leadership. Alors, cette maîtrise des compétences spatiales, il faut bien voir aussi autre chose, c'est qu'elle est au cœur du projet politique, pas spatial, du projet politique chinois depuis 1956, c'est-à-dire avant même le lancement de Sputnik. Parce qu'on fait un peu d'histoire de ma biographie, moi j'ai un souvenir très précis de 2003 où il y a eu le premier taïkonaute chinois qui a donc fait un tour en orbite et où du matin au soir, j'ai été assaillie par les journalistes qui découvraient d'un seul coup que la Chine avait une activité spatiale. C'était quand même assez extraordinaire parce que le vol habité chinois, ça faisait depuis 1992 que ça figurait dans tous les documents disponibles, dans tous les documents informés, etc. Ils n'avaient jamais caché qu'ils voulaient envoyer un homme dans l'espace. Sauf que même en 2003, la Chine commençait quand même à être une puissance économique respectable, même en 2003, on était persuadé que finalement, le spatial, c'était trop sophistiqué, trop technologique, trop volonté de puissance, trop image de super grand pour que ça puisse correspondre à la Chine. Et ça, c'était vraiment très très étonnant parce que, en fait, il n'y avait pas d'effet de surprise réel pour les gens qui connaissaient un peu le sujet, mais pour les journalistes et pour le grand public, ça donnait un coup de tonnerre. Et du coup, comme chaque fois qu'il y a un coup de tonnerre, évidemment, on se mettait d'un seul coup à créditer la Chine de compétences qu'elle n'avait pas du tout en 2003. D'ailleurs, elle a attendu pour lancer un deuxième taïkonaute et elle va à son rythme. Et ça, je pense que c'est très très important de comprendre que le spatial chinois, il va à son rythme depuis 1956. 1956, en Chine, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas la fabrication d'acier, etc., etc. C'est minimaliste. Elle sort elle est tout juste indépendante. Elle sort d'une guerre civile qui a duré très longtemps et elle a un peu de soutien de l'Union soviétique. Même ça va pas durer très longtemps. Donc en fait, la Chine, quand elle a cette ambition spatiale, pour elle, et c'est très clairement dit dans tout
dans tous les discours de Mao à l'époque, c'est de dire, eh bien finalement, la Chine a perdu son rang sur la scène internationale, elle a été exploitée par les puissances coloniales, etc., parce qu'elle a perdu sa capacité scientifique et technologique. Et finalement, si on veut redevenir une puissance qui compte, si on veut retrouver notre fierté, eh bien ça passe par la maîtrise de la science et de la technologie, c'est la priorité des priorités. Évidemment, 1956-1957, aller dans l'espace, accéder à l'espace, avoir une activité dans l'espace, c'est le symbole le plus fort qu'on puisse imaginer de la réalisation de compétences scientifiques, techniques et industrielles. Et ça, c'est compliqué en Chine à cette époque parce que, justement, vous n'avez même pas de scientifiques, vous n'avez pas de sciences chinoises, vous n'avez pas de bibliographie. Et c'est là que c'est assez intéressant, enfin, on dirait-je, les retournements de l'histoire, qui est que finalement, les scientifiques chinois qui vont construire le programme spatial, d'abord de missiles, parce que pour Mao Tse-tung, il y a quand même une priorité, c'est d'assurer la défense de la Chine par rapport à des éventuelles attaques américaines. Et puis, donc, derrière, le missile, il est toujours entendu que quand le missile sera au point, on le transformera en lanceur, ce qui change des politiques, même soviétiques, où finalement il a fallu un peu plus forcer à l'intérieur de la communauté. Là, c'est très clair pour Mao, mais la difficulté, c'est que finalement, donc, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'infrastructure, et c'est le macartisme qui va livrer, en quelque sorte, à Mao sur un plateau des grands scientifiques chinois, donc c'est un Luce, qui a été formé complètement aux États-Unis, qui est un des pères du Caltech, qui, tenez-vous bien, est navalé avec un uniforme de l'armée américaine, regardez les V2 à Pinmund à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui est vraiment un des profs de l'aérodynamisme, et qui va d'un seul coup se trouver complètement écarté de son poste de scientifique américain, parce que le macartisme le dénonce en tant que chinois, alors qu'en plus, il a épousé une nièce de Chiang Kai-shek, etc., etc. Il n'y a vraiment rien dans son cursus qui peut laisser penser qu'il est favorable à la Chine communiste. N'empêche qu'il va se retrouver mis à l'écart, il va passer 4 ans enfermé chez lui, tout bêtement, et au bout des 4 ans, il va faire partie des scientifiques qui vont être récupérés par l'État chinois. Alors, il y en a pas mal aux États-Unis, il y en a même quelques-uns qui, du coup, en Angleterre, décident de rejoindre la Chine populaire. Et ça va se faire avec un échange d'aviateurs qui ont été américains, qui ont été faits prisonniers en Corée du Nord. Donc, si vous voulez, le début de l'histoire du spatial, c'est une histoire qui est vraiment marquée par des circonstances historiques très particulières en Chine. Et le premier travail de tous ces scientifiques, ça va être de traduire en chinois les bouquins qui existent, parce que peu de chinois parlent anglais à l'époque. Donc tous les bouquins qui existent, et ça c'est quelque chose qui va durer très très longtemps parce qu'il y a encore pas plus de 10 ans qu'à l'université de Harbin, qui est une université beaucoup plus proche de la Russie, il y avait encore des manuels qui, dans la bibliothèque, étaient des manuels russes traduits en chinois. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais véritablement eu de production didactique chinoise purement nationale. Et c'est important aussi parce que même dans le développement du secteur spatial, alors les Russes étaient très très critiques vis-à-vis des Chinois il y a 20 ans, on se voit qu'aujourd'hui ils le sont un peu moins vu les réalisations chinoises, mais les Russes considéraient vraiment que les Chinois étaient fondamentalement des gens qui copiaient et qui reproduisaient. Et de fait, les Chinois ont intégré tout ce qu'ils ont pu trouver en termes d'expérimentation déjà réalisée. Ils se les sont appropriés, et là, ils ont tenu, et c'est un des mots d'ordre très importants qui va jouer sur tout le spatial chinois, qui joue encore aujourd'hui, et qui est un énorme atout maintenant, de ne compter que sur ses propres forces. C'est-à-dire que les Chinois sont très conscients, dès le début, que finalement, ils n'auront véritablement aucun allié à qui ils puissent faire pleinement confiance. Et donc, tous les systèmes qui vont être achetés aux Russes, par exemple, à la fin de l'Union soviétique, eh bien, ils vont les désosser, ils vont les étudier, et ils vont les reproduire. Et ils vont les faire eux-mêmes. Et donc du coup, aujourd'hui, la Chine est sans doute, dans le monde, la seule puissance spatiale qui est complètement autonome. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'avec la guerre aujourd'hui en Ukraine et les sanctions de la Russie, et bien, même aux États-Unis, il y a des moteurs de fusée, ils étaient fabriqués en Russie.
En Europe, on a le lanceur Vega qui utilisait des moteurs russes et un compartiment ukrainien. Et les Russes sont aussi pénalisés parce qu'ils utilisaient des composants qui leur arrivaient du monde occidental. La Chine, c'est pas du tout le cas. La Chine, elle est totalement autonome, si bien qu'elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut dans le domaine spatial, avec qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Et ça, c'est certainement un élément dont ils ont pris conscience relativement récemment et qui joue beaucoup dans ce sentiment de fierté nationale et dans ce sentiment qu'en fait, ils peuvent, dans le spatial, tenir une place à part. Puisque finalement, vous avez les États-Unis, alors qu'ils ont des moteurs russes. En fait, ils ont d'autres moteurs que russes. Ils ont des moteurs russes, en plus des moteurs nationaux. Donc les États-Unis qui sont évidemment totalement autonomes, la Russie qui a un peu mal à rattraper les composants qui lui manquent, mais qui peut rester autonome, mais la Chine, elle, c'est pas du tout une question qui se pose, et c'est une question également très importante, j'en reparlerai un tout petit peu quand je ferai la diplomatie spatiale chinoise, parce que du coup, les Chinois peuvent transférer les technologies qu'ils veulent à qui ils veulent, sans aucune demande, ce que nous, Européens, ne sommes pas en situation de faire. Et la fois où nous avons vendu un satellite de télécom aux Chinois, il a fallu s'engager à ce qu'il soit ITAR-free, c'est-à-dire complètement libéré de toutes les règles de contrôle des exportations qu'imposaient les États-Unis. Donc en réalité, aujourd'hui, si on regarde cette histoire de la Chine spatiale, on se rend compte que alors là, je vais enlever ça serait quand même plus sympathique. Il ne peut pas partir. Il va partir. Il faut peut-être repasser en mode normal. Ah non, on va voir. Voilà, il va vous imposer mon panneau, puis après je le fermer, et comme ça, je terminerai la configuration plus tard. Très bien. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette vision qu'on a d'une Chine qui arrive à faire des choses extraordinaires, parce que quand même, j'avais choisi de présenter la conférence en partant d'une émission télévisée chinoise, Bonjour Mars, et là on a une très très belle vue de la Terre par la sonde lunaire Chang'e 4 qui revient d'un tour derrière la face cachée de la Lune, et là effectivement on est à parité. L'image du spatial chinois, c'est aujourd'hui une image qui peut développer ce discours sur le rival des États-Unis. C'est un rival, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il est certain que les États-Unis font rêver les Chinois. Après, j'essaierai de montrer qu'il n'est pas sûr que les Chinois puissent encore, en l'état actuel des choses, se donner les moyens de faire ce que font les États-Unis. Donc c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, je n'y reviens pas. Juste, c'était la photo de Mao Tse-tung et de Tian Yue-se. Et ce monsieur, il a une histoire quand même assez extraordinaire. Donc il y a une grande biographie qui a été faite de Iris Chang sur le macartisme, son départ en Chine et son intégration en Chine. Donc il arrive, il est salué comme effectivement quelqu'un qui va apporter à la Chine beaucoup. Il développe, alors c'est plutôt un théoricien, mais il va beaucoup contribuer au programme de missiles. Derrière, il va contribuer au programme de lanceurs. Pendant la révolution culturelle, et je pense à la biographie parce que je trouve qu'elle est vraiment emblématique de ce qui se passe en Chine, pendant la révolution culturelle, le spatial chinois est véritablement dessiné, pour une bonne raison qui est que les gardes rouges s'attaquent aux intellectuels et d'une manière générale aux bourgeois et aux gens qui ont été formés à l'extérieur. Or, comme je vous le disais, quasiment toutes les équipes spatiales au moment de la révolution culturelle, dans les années 70, ils ont tous été formés à l'extérieur, ils ont tous été formés à l'étranger. Donc effectivement, il y a une revendication très forte contre ces élites nationales qui ne sont pas vues comme des véritables Chinois communistes et représentant le monde communiste. Et ensuite, effectivement, alors bon, c'est la raison pour laquelle d'un seul coup, le programme spatial chinois, qui n'était pas sous le contrôle de l'armée, passe sous le contrôle de l'APL. Le but, c'est vraiment juste de protéger les scientifiques et les ingénieurs chinois, parce que autant les gardes rouges sont opposés justement à cette activité spatiale qu'ils considèrent comme capitaliste, autant le pouvoir politique, que ce soit Lin Biao qui représente la révolution culturelle ou que ce soit des gens plus modérés comme Deng Xiaoping, eux, en revanche, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut que la Chine envoie au plus tôt son premier satellite et démontre au plus tôt au monde entier qu'elle est une grande puissance. Il en va pour eux de la sécurité nationale, de l'image de la Chine, et donc toujours de cette démonstration en filigrane qu'il y a un lanceur, un missile intercontinental.
Donc pour protéger ses équipes, il passe sous le contrôle de l'armée. C'est extrêmement intéressant de voir qu'on dit il y a quelques ouvrages chinois sur cette période, et en gros ils disent que c'est quand même énorme, enfin une très grande efficacité de passer sous le contrôle de l'APL, parce qu'on n'a plus que 6 heures d'autocritique politique et d'analyse politique par jour. Alors, encore 6 heures d'analyse politique et d'autocritique par jour, dans une journée, ça prend quand même un certain temps. Mais donc du coup, ils se passent sous l'APL. En 71, la Chine tire son premier satellite, Vent d'Est, avec l'hymne révolutionnaire chinois, grande fierté nationale et grande stupéfaction internationale, parce qu'on n'imaginait pas que la Chine, dans l'état où elle était, de conflits internes, de rivalité, etc., était capable de réaliser le lancement du satellite. Et puis la carrière de ce monsieur se poursuit, et finalement, à 89 ans, presque 89 ans, a lieu la révolution, la révolte de Tiananmen, les événements de Tiananmen comme vous voulez, et là il va prendre parti pour le pouvoir central contre les étudiants. Ce qui est quand même très intéressant parce qu'on voit un parcours dans lequel il y a une véritable absorption et intégration des élites scientifiques et ingénieurs du spatial chinois dans le monde politique. Et c'est encore très vrai aujourd'hui, puisque vous avez le précédent directeur de la CAS, qui était la plus grosse entreprise chinoise, devenu directeur de l'organisme de tutelle de l'agence spatiale chinoise, qui est actuellement, je ne sais plus quel est le titre exact, mais gouverneur, je crois que c'est le titre, gouverneur Occident, qui a été envoyé par l'État chinois dans une province qui est une province aujourd'hui difficile, on va dire, et c'est quelqu'un qui a ce parcours-là, ça rappelle parfois certains parcours soviétiques, de prestige lié au fait d'avoir été le patron de grandes entreprises d'État dans un domaine comme le spatial. Donc on voit qu'en 2020, c'est encore quelque chose qui joue en interne dans le spatial chinois. Alors, je ne reviens pas sur la longue marche spatiale. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil du temps, alors ça aussi, ça fait rêver les Américains, ça pourrait nous faire rêver aussi. Il y a une vraie continuité de cette volonté politique chinoise. L'objectif, c'est vraiment de profiter du spatial pour remettre la Chine là où elle doit être, c'est-à-dire au firmament des puissances terrestres. Et donc, chacun, c'est assez intéressant parce que finalement, quand vous prenez les différents parcours des différents gouvernements, des différents chefs politiques de la Chine, vous retrouvez des adaptations du secteur spatial. Donc, par exemple, les années 85, les années de la normalisation par Deng Xiaoping, c'est la première fois que les Chinois vont proposer leurs lanceurs à la commercialisation. Ce qui ne va pas, vous imaginez bien, faire le ravissement des Européens, puisque nous, on a juste Ariane qui commence à avoir son carnet de commandes qui est en train de se remplir, et que tout à coup, on voit arriver sur le marché des lanceurs commerciaux chinois à relativement bas prix. Bon, en réalité, très vite, ça va un peu s'étioler pour des tas de raisons, mais entre autres parce que tout compte fait, les Chinois ne produisent pas tant de lanceurs que ça à l'époque, et ils en ont déjà énormément besoin pour satisfaire leurs besoins propres. Et ça, c'est un deuxième point sur lequel il ne faut jamais passer, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que en Chine, vous n'avez pas d'infrastructure. Ce que je raconte de la lente construction de la Chine, etc., ça joue aussi sur le fait qu'il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas l'équivalent de carte d'état-major, etc., ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de télécommunications. La Chine, c'est un territoire immense, c'est avec des déserts, avec des montagnes, etc. Et donc, le spatial, c'est le moyen le plus simple, le plus évident et le moins coûteux, d'un seul coup, de monter en capacité d'infrastructure l'ensemble du territoire chinois. Donc aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des petits villages qui vivent, des petits villages chinois, en gros, pour nous, des grosses bourgades. Enfin bon, quand vous voyez qu'il y a des villages qui réussissent à vivre en allant vendre eux-mêmes en direct sur Internet des pierres, ce qu'ils peuvent trouver dans les coins, derrière, c'est du satellite. Derrière, c'est du satellite qui distribue de l'Internet, avec au centre du village une antenne de réception, et puis derrière un réseau, etc., etc. Donc nous, on a beaucoup de mal à imaginer cette façon dont, dans les pays en voie de développement de l'époque, mais c'est pareil en Inde, le spatial va être immédiatement intégré et va du coup recevoir une adhésion populaire qui est tout à fait évidente.
tous les gens savent que le spatial, c'est utile, c'est indispensable à la grandeur de la Chine, à la grandeur de l'Inde, et ils ne vont jamais critiquer un programme spatial de toute façon, par définition. Donc ça, c'est quand même important. J'ai une étudiante qui travaille actuellement sur le spatial commercial chinois, qui est en thèse, et qui nous racontait, moi je n'avais pas du tout réalisé, qu'il y a effectivement beaucoup de besoins en termes de vidéos. Alors on connaît bien les histoires de vidéosurveillance avec le problème du crédit social, mais par exemple, elle m'a expliqué qu'elle avait une photo, c'était assez étonnant, elle avait une photo d'un mendiant avec un QR code. Et du coup, les gens passent avec leur téléphone, prennent le QR code et envoient en payant directement avec le téléphone la contribution au mendiant. Et le mendiant a expliqué que c'était beaucoup plus utile parce que souvent les gens ils hésitaient à s'approcher, ils hésitaient à montrer, etc. Ils considéraient que ses revenus avaient augmenté depuis qu'ils portaient un QR code. Là, je me dis qu'on n'a pas tout à fait la même vie qu'on peut avoir dans ces pays-là où finalement on utilise des moyens qui pour nous sont quand même encore très peu utilisés. Moi je ne fais toujours pas avec mon téléphone, alors que visiblement pour eux c'est une évidence. Et ça encore, c'est une énorme demande spatiale. Et pas que spatiale, mais entre autres spatiale. Et c'est pour ça que quand on m'évoque, alors on le fait un petit peu moins aujourd'hui, je trouve, alors que finalement il a plutôt pris d'ampleur. Mais pendant des années, on a opposé le fait que le spatial chinois c'est un spatial purement militaire. Je suis pas d'accord. Le spatial chinois, c'est avant tout un spatial gouvernemental. Qui dit gouvernemental dit sous contrôle étatique, et je dis pas que c'est un spatial ni démocratique ni privé. Je dis juste que les priorités pour le gouvernement chinois, c'est de contribuer à ce développement économique, c'est de contribuer à une élévation globale du niveau de la vie, et que par conséquent, ils ont plus de besoins civils que de besoins directement militaires, même si aujourd'hui, je reviendrai, leur évolution de leurs forces armées fait que, effectivement, le spatial va jouer de plus en plus. Donc, en gros, finalement, jusque, on va dire, en 2003, on est sur un spatial qui progressivement monte en puissance, et qui progressivement maîtrise technologie après technologie, un petit peu, vous avez une machine liste, et puis vous cochez les cases. Et d'ailleurs, il y a un programme comme ça qui est né en 86, qui s'appelle le programme 863, et dans lequel, qui est tout le temps actualisé, tous les 5 ans, à l'occasion des plans quinquennaux, ce programme est actualisé, il existe toujours aujourd'hui. Et donc, quand vous le lisez, vous pouvez voir les hiérarchies des programmes, des secteurs qui sont considérés comme prioritaires. Et ce que je constate d'ailleurs depuis une dizaine d'années, ce qui est très intéressant, c'est que le spatial n'est plus en tête de liste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup plus qu'aujourd'hui d'implications sur les biotechnologies, sur les nanotechnologies, sur les télécommunications elles-mêmes, que véritablement sur le spatial, qui est quand même encore bien placé, mais qui n'est plus en tête de liste. Donc tout ça, ça se termine par ce livre blanc qui est paru en janvier 2022, qui date de décembre 2021 et qu'évoquait Claudie, et dans lequel, comme tous les livres blancs, un point important à rappeler, on a tendance à penser que le spatial chinois il est extrêmement obscur, qu'il est complètement secret, qu'on n'a pas d'informations dessus et qu'il faut tout reconstituer. Or, c'est vrai et faux. C'est vrai si on pense à un spatial qui communique en anglais. Alors ça, effectivement, ils n'ont pas le bon goût de communiquer en anglais et ils ont visiblement aucun intérêt pour aller faire une pub vis-à-vis de l'extérieur en mettant, mais ne serait-ce que leur budget. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui encore, on ne connaisse toujours pas le chiffre officiel du budget spatial chinois. Alors je dis c'est incroyable, mais en même temps c'est pas incroyable du tout parce que vous n'avez pas en Chine, vous n'avez pas un système où vous passez devant un parlement et vous faites voter votre budget, ça ne marche pas comme ça. Vous affectez dans vos plans quinquennaux pour 5 ans à des entreprises d'État des moyens humains, du matériel et éventuellement des budgets pour aller acheter des technos si vous en avez besoin pour apprendre à refaire de la R&D. Donc finalement, la Chine n'a pas dans ses cartons tout près un budget spatial, mais c'est vrai pour les autres budgets. Donc le budget de défense, il fonctionne selon le même problème. Et ce qui est drôle, c'est que la Chine éprouve le besoin d'afficher un budget de défense, dont on ne sait absolument pas jusqu'à quel point il est vrai, c'est un autre sujet, elle ne fait toujours pas pour le budget spatial, ce qui moi me laisse toujours très perplexe. Donc la Chine, en anglais, elle communique peu,
Elle communique quand même tous les 5 ans depuis 2000 sur ce programme A50, c'est-à-dire qu'elle sort effectivement un document dans lequel elle récapitule en première partie ce qu'elle a fait pendant les années précédentes, avec un focus sur ce qu'elle a fait pendant les 5 années précédentes, et un deuxième volet, ce qu'elle va faire dans les 5 années qui viennent. Et honnêtement, vous avez une chronologie qui est très très bien faite. Hein. Vous avez un glissement, elle avait annoncé un des nouveaux longs marches en 2008, elle l'a fait en 2012, 4 ans d'écart, c'est pas non plus, extraordinairement inquiétant. Donc vous avez ce discours, et là, moi j'ai regardé les derniers livres blancs, et je n'ai toujours pas d'annonce d'un Chinois qui marche sur la Lune. Ça, c'est aussi un sujet très intéressant, parce que Dieu sait que il y a déjà 10 ans ou 15 ans, moi j'ai expliqué, quand on me disait qu'il allait y avoir un Chinois sur la Lune avant qu'il y ait à nouveau un Américain, à nouveau c'est moi qui rajoute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient il va y avoir un Chinois sur la Lune avant les Américains. Quand même, il me semble qu'il y a déjà eu des Américains, enfin bref. Donc toujours été, quand on disait il va y avoir un Chinois sur la Lune, moi je n'en trouvais jamais aucune trace. Et encore, il y aura un Chinois sur la Lune, je suis en train de dire que ça ne pourra pas, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore, c'est à son rythme. Il n'y a pas d'urgence à envoyer un Chinois sur la Lune. De toute façon, ils ne seront pas les premiers. Donc de toute façon, il faudra faire une belle mission, il faudra que ça fasse sens, il ne faudra pas que ce soit du gaspillage. Et donc, on va prendre le temps qu'il faut pour installer une base lunaire qui sera une base habitée. Et dans ce programme de 2021, vous avez encore la mention de programmes de recherche et de développement dans l'objectif d'envoyer un Chinois sur la Lune. Mais c'est vraiment encore un projet à relativement long terme. Donc aujourd'hui, si on se cale sur 100, on dit 2021-2026, c'est pas annoncé, un peu de glissement, en gros on dit 2030. 2030 c'est quand même important, parce que quand on parle par rapport aux États-Unis, ça fait quand même 6 ans de décalage. Donc ça c'est quand même intéressant quand on va voir cette espèce de création d'une rivalité immédiate que les États-Unis mettent en scène. En revanche, le livre blanc, comme tous les livres blancs précédents, il insiste beaucoup sur les moyens d'application civile, augmenter les télécoms, augmenter l'Internet par satellite, augmenter le management du territoire, etc. etc. C'est vraiment le cœur de leurs applications. Alors, ces images sur la Chine, alors ça on a beaucoup vu ce type d'image. Alors en gros, vous avez effectivement le lapin de jade sur la Lune, vous avez le nouveau bâtir de Renan avec les nouveaux lanceurs, vous avez la station spatiale, et puis là ce genre d'image qui fait beaucoup dire le spatial chinois, c'est un spatial militaire, puisqu'effectivement le programme lunaire dans son volet infrastructure, dans son volet réalisation, est piloté par l'armée chinoise, par l'APL, avec quand même derrière l'Académie des sciences et les laboratoires scientifiques qui font toute la partie véritablement de recherche scientifique sur l'activité lunaire. Et une des raisons pour lesquelles justement on a cet affichage de l'APL ouvrant le futur, etc., c'est semble-t-il quand même très lié au moment où, dans les années 92, la Chine commence à penser son programme lunaire, et c'est le moment où l'APL est écartée progressivement du pouvoir politique pour des raisons qui tiennent au fait que les choix d'autofinancement qui avaient été demandés à l'APL, c'est-à-dire en gros à partir de Deng Xiaoping, on avait dit on ne va pas dépenser trop d'argent pour la défense, il y a des choses plus urgentes, certes il faut que la Chine ait les moyens de se protéger, mais en revanche on ne va pas aller au-delà. Et donc on avait demandé aux militaires de, en quelque sorte, s'autofinancer en utilisant leur capacité de production industrielle pour faire des biens civils et pour gagner de l'argent en faisant des biens civils. Et l'armée populaire de libération avait tellement bien compris le message, avait tellement bien réussi à faire de la commercialisation avec les biens civils, et qui a rapporté beaucoup d'argent, y compris aux directeurs militaires et aux directeurs des entreprises, et qu'au bout d'un moment, ils fabriquaient quand même beaucoup plus de matériel civil qui rapportait que de matériel militaire dont ils avaient besoin. Donc là, ça commençait à poser un véritable problème, plus le problème de corruption, plus les problèmes toujours en Chine d'implantation commerciale, et donc on avait véritablement coupé, cassé ce qu'on appelait le complexe militaro-industrialo-commercial, ce qui changeait des États-Unis ou de l'Union soviétique. Et donc en forme de compensation en quelque sorte
d'image et de rôle dans la société chinoise, l'affectation du programme militaire était un des éléments clés. Alors, cette image, elle se traduit effectivement aujourd'hui quand on regarde les missions, aujourd'hui réalisées en termes de l'exploration. Donc j'ai mis juste ici la Lune et Mars. Eh bien, effectivement, on voit cette première période du spatial où vous avez juste les Américains et les Soviétiques, hein, comme ça les choses sont claires. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette planche, et je pense qu'aujourd'hui ça ferait frémir beaucoup de monde, c'est quand même tout ce qu'on a accepté comme taux d'échec, parce que toute la partie basse de mon graphique sont les échecs. Donc les échecs, ben oui, on faisait des échecs, on apprenait des échecs et puis on recommençait. Ça, c'est une philosophie qu'on retrouve parfois aujourd'hui avec justement des entrepreneurs comme Elon Musk qui disent ben, l'échec c'est un succès parce que j'ai appris quelque chose en échouant et que du coup je vais corriger et que je vais avancer. Ça a été une philosophie de l'époque spatiale, ça n'a plus du tout été le cas à partir du moment où on a fait un spatial très cher et très sophistiqué et où on ne pouvait plus se permettre d'échouer parce que là les sommes engagées étaient énormes. Donc du coup on voit bien cette périodisation. Et puis on commence à voir apparaître en vert les Européens, et puis on voit progressivement apparaître les Japonais et les Chinois, mais c'est quelque chose de relativement récent, ça date de 2007, ça prend du temps, j'insiste beaucoup, cette idée qu'on a que la Chine va très très vite, qu'elle fait un progrès phénoménal, etc., faut plutôt le voir comme une boule de neige, c'est-à-dire que ça s'accumule, la boule de neige elle roule, elle grossit, et effectivement quand elle commence à être vraiment très grosse et qu'il y a encore de la neige, là l'effet d'entraînement, il devient spectaculaire. Et donc là, on en arrive aux missions, et ça aussi c'est très intéressant parce que c'était pareil au début de l'âge spatial, on arrive à des missions en parallèle sur la Lune et sur Mars. Ce qui nous paraît très surprenant, on dit c'est incroyable, ils font à la fois la Lune et Mars. Bah oui, mais dans les années 60, les Américains et les Soviétiques, ils faisaient à la fois la Lune et Mars. Donc il n'y a pas véritablement d'éléments particulièrement stupéfiants. C'est juste que la Chine, elle reproduit des choses qui étaient faites avant, sauf que évidemment, les moyens technologiques ne sont pas les mêmes. Les capacités, les acquisitions de compétences et de connaissances qui ont été réalisées ne sont pas les mêmes. Les ordinateurs ne sont pas les mêmes, la militarisation des composants n'est pas les mêmes. Donc effectivement, en prenant le temps, en mettant l'argent qu'il faut, la Chine réussit à faire des missions sans faute, et ça c'est peut-être quand même le plus impressionnant, c'est ça qu'il faut le plus saluer, c'est que les missions lunaires impeccables, la mission martienne avec, pour la première fois satellisé, un satellite autour de Mars, poser la sonde, c'est combien c'est compliqué, en particulier nous Européens, et derrière faire avancer un rover et faire fonctionner un rover. Regardez mon graphique, il n'y a jamais personne qui a fait ça du premier coup. Donc effectivement, la Chine bénéficie de progrès globaux qu'il y a dans le domaine de l'exploration et des technologies. Enfin, on voit bien que si elle a pris le temps de le faire, c'est bien pour quand elle le fait réussir. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que nous on oublie, c'est le temps qu'elle met avant de faire une mission. Quand elle fait une mission, elle a réussi. Oui, elle a eu du temps avant de le faire, et la même chose sa station. La station spatiale chinoise, aujourd'hui, ils vont avoir une station permanente. Cette station permanente, si vous comparez à la première date des premières stations soviétiques, par exemple, vous vous rendez bien compte que les soviétiques, ils n'ont pas attendu du tout. Hein. Ils ont commencé le premier vol à 8 ans en 1961. En 1970, vous avez une station spatiale occupée en permanence. 9 ans. Premier vol en 2003. Première station qui sera occupée en permanence en 2023. Ils ont pris 20 ans. Donc ils ne sont pas du tout dans une course de la même façon qu'il y a une course. En revanche, il y a un objectif très clair, qui est effectivement un objectif de puissance. Alors ce que je veux rappeler, parce que ça c'est quelque chose qui se retrouve tout le temps, alors là encore, je veux dire, pendant des années j'ai essayé de pousser le balancier de l'autre côté, parce que tout le monde me disait, ça y est, la Chine va absolument tout écraser, tout dépasser. Alors j'avais déjà entendu ce discours dans les années 80 avec le Japon, hein. Ça y est, le Japon allait tout écraser, tout dépasser, l'Europe, etc. Dans le spatial, il y avait un certain nombre de paramètres qui faisaient que le Japon n'a pas écrasé grand-chose. Mais aujourd'hui, moi j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on voulait absolument toujours comparer la Chine et les États-Unis. Donc ma position reste qu'il faut prendre cette comparaison avec précaution, mais bien évidemment, aujourd'hui, on n'est pas dans la situation d'il y a 15 ans, et aujourd'hui, j'entends tout à fait que se construit une forme de
concurrence, je n'en sais rien, de compétition, je n'en sais rien. Côté américain, c'est vu comme ça, côté chinois, je ne sais pas, mais en tout cas, de forme de cohabitation de deux grandes puissances spatiales, avec surtout des courbes qui sont des courbes extrêmement fascinantes, parce que aux États-Unis, vous avez des hauts et des bas. Bush décide, on revient sur la Lune, et puis Obama, il dit, non, je suis désolé, on n'y revient pas. Trump, il dit, ça y est, on y va. Bon, Biden et Larry s'est lancé, il dit, on y va, mais on sent bien qu'il traîne un peu les pieds. En Chine, c'est pas une question. En Chine, c'est tout ce qui a été fait, et tout ce qui peut être fait, on le fait. Donc de toute façon, au pire, ça glisse un peu, mais on y va. Donc ça, c'est effectivement, quand vous êtes américain et que vous regardez cette courbe de progression chinoise, et que vous voyez un petit peu plus les dents de scie américaines, vous dites que bon, à la fin de la courbe, c'est pas très bon, quoi. Il faudrait quand même pas perdre de vue que tout cet argent qui a été investi dans l'espace par les États-Unis, il faut bien quand même que ça continue à assumer un leadership. Et donc, ça c'était un truc que je trouvais assez intéressant, qui était un rapport de la ronde de 2018, quand on le relit aujourd'hui en 2022, on se dit que oui, d'accord, ça dit des choses, et avec quand même cette idée que à l'époque, la Chine, c'était pas un État, il y avait quand même une forme de légitimité à ce que la Chine soit un compétiteur des États-Unis. Alors, je vais encore le rappeler pour étayer mon propos, 2-3 éléments. Alors, c'est le budget de 2019, mais si vous avez pris le budget de 2021, ça ne changerait pas grand-chose, en tout cas en masse. Je fais à la louche, vous allez voir que les différences sont telles que c'est même pas gênant que je fasse à la louche, 50 milliards de dollars pour les États-Unis, tous les ans. Et en dollars constants et courants, vous vous imaginez que ça dure comme ça depuis 65 ans, hein, que les États-Unis surinvestissent par rapport à tout le reste du monde. Quand vous avez 65 ans d'investissement à ce niveau dans l'espace, c'est pas tellement étonnant que vous ayez un secteur industriel qui soit quand même très robuste et qui soit capable de dégager ses propres bénéfices et d'avancer. Pas très étonnant que vous ayez une R&D assez en avance par rapport à tout le monde et que vous ayez un spatial qui, dans tous les domaines, du commercial au militaire, est un spatial premier. Il y a tout simplement une explication qui est liée à l'investissement. Regardez avec un collègue cartographe comment on pourrait faire pour représenter l'investissement cumulé des États-Unis par rapport au reste du monde. Et on est en train de regarder, mais vous savez, les isomorphes, en fait, vous le faites à proportion. Et il me taquine en me disant, ben non, mais j'ai plus vite fait de te faire un grand rond, ben t'embête pas, je te fais un grand rond sur le planisphère, et il te mange tout le planisphère, puis t'as plus rien autour, et ta carte elle est faite. Alors, il caricature un peu, mais c'est quand même vrai que si on compare, on va très loin. Alors l'Europe, on se défend pas si mal, hein. On a un budget comparable à celui de la Chine, on est autour de 12-13 milliards de dollars. On ne peut pas dire que nous, on soit capable de faire ce que font les Chinois, c'est-à-dire ce programme à très long terme, parfaitement clair, parfaitement indexé, sur lequel personne ne discute. Nous aussi, on va en haut et bas, on va en coopération, on va en autonomie. Il faut faire la coopération interne européenne, il faut la faire avec l'Union européenne, il faut faire avec les États-Unis. Enfin, c'est compliqué pour le spatial européen. Donc effectivement, on n'a pas tout à fait la même efficacité. Ceci dit, je rappelle que jusqu'à encore très récemment, nos missions scientifiques étaient supérieures aux missions scientifiques chinoises en termes de complexité, de résultats et d'apport véritablement scientifique. Ça va peut-être pas durer éternellement parce que nous, on n'investit pas tellement dans des grands projets scientifiques. Là où, quand vous lisez le livre blanc de 2021, il y a un satellite pour aller faire l'exploration du Soleil, il y a un satellite pour aller faire un super télescope, etc. Donc là, on a effectivement, nous aussi, on est pas mal challengés. Donc la Chine, vous êtes là. Bon allez, ok, je veux bien moi être plutôt dans les fourchettes basses, mais j'ai pas trouvé qui que ce soit de sérieux, même au CDE qui est pour chinoise, qui mettent à plus de 15 milliards de dollars de budget spatial chinois, tout compris, spatial civil et spatial militaire. Le militaire américain, sur les 50 000, c'est 22 000, et encore parce qu'on remonte en programme lunaire pour le civil, et c'est 28 milliards pour le militaire. Donc vous avez un budget militaire américain qui est de 2 fois supérieur à la totalité du budget spatial civil chinois. Donc, on peut faire beaucoup de choses dans le spatial à plus ou moins cher. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose que Claudie pourrait développer très, très facilement. Mais en revanche, on ne fait pas tout à fait les mêmes choses. Et puis surtout, quand vous avez un investissement qui continue à se creuser comme ça, eh bien, de toute façon, ça va être assez difficile de rattraper à niveau égal. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de cailloux dans la chaussure par rapport aux Américains,
la station spatiale chinoise, elle ne ressemblera pas à l'ISS, mais on pourra faire des choses dans la station spatiale chinoise, etc. Donc là, c'est important. J'étais à un colloque lundi, et il y avait un Américain, Henry Hansfeld, et moi je lui posais une question que je pose vraiment, en lui disant, mais s'il y a 20 ans d'investissement public sur la Lune qui doit être réalisé avant qu'il y ait véritablement un système commercial qui se mette, est-ce que tu penses que les Américains, les États-Unis, les contribuables là, vont, pendant 20 ans, soutenir un programme lunaire et c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu, non, il n'y a pas de problème, ça coûte pas cher. Moi, je l'ai regardé, suffoqué. Il m'a dit, bah non, ça fait quoi, 10-12 milliards de dollars? Ah oui, c'est pas cher. C'est la totalité de notre budget. Donc là encore, si vous voulez, et il ne comprenait pas du tout la question, vraiment, et j'avais envie de lui dire, pas cher pour toi, quoi. Pour nous, c'est pas possible, ça n'a pas le même sens. Et pour les Chinois, c'est pareil. Ils ne mettront jamais 10-12 milliards dans l'état actuel des choses pour aller faire des bases lunaires, hein. Ça c'est sûr. Donc, ni pour entretenir un secteur commercial ultérieur. Donc la Russie, alors là c'était 2019, je pense qu'en 2022, 2023, ça va être catastrophique. On va tomber à peut-être 2-3 milliards de dollars, parce qu'une grosse partie du budget spatial russe arrivait aussi quand même des retours qui étaient faits par sous-traitance, hein, en réalité, et bon, ça c'est terminé. Pas seulement à cause de l'Ukraine, parce que tout simplement les États-Unis ont repris leur indépendance, et d'une certaine façon nous aussi avec Ariane 6. Et le Japon fait un budget de 2 milliards de dollars. Ça encore, c'est très intéressant. Et je pense que c'est important aussi par rapport à la Chine. Quand vous comparez le budget japonais et le budget indien, vous êtes dans le même ordre de grandeur. Sauf que l'Inde, elle a un lanceur géostationnaire, un lanceur PSLV, elle lance plus de 10 satellites par an, elle aussi, elle fait toute son infrastructure de télécom et d'observation de la Terre avec des satellites, etc., etc. Bon, les Japonais, ils font une mission absolument magique de retour des astéroïdes, de retour d'échantillons d'astéroïdes et des choses absolument fantastiques. Mais on se rend bien compte qu'il peut y avoir des spatiales à plusieurs vitesses. Et ce que je voudrais dire, c'est que le spatial chinois est en train de passer d'un type de spatial à un autre type de spatial. Et ça, c'est probablement quelque chose d'important. Et quand vous passez d'un spatial cher, c'est pas forcément évident que vous soyez gagnant dans l'immédiat. Alors ça c'était juste pour rappeler quand même un petit peu un ordre d'idée du nombre de satellites. Aujourd'hui, alors bon, ma planche elle doit être de je sais plus, c'était pareil, ça devait être 2019-2020, vous allez voir pourquoi elle n'est pas antérieure en tout cas à 2020. Nombre de satellites opérationnels 2666, bon la moitié c'est américain, c'est réglé. Ensuite, la Chine, 363 sur 2666. Donc on est en 2019. Alors oui, c'est beaucoup quand même, 363, c'est pas mal. Mais regardez la suite des événements. Je lisais le rapport que fait, qui est très bien d'ailleurs, je pense que n'importe qui peut s'abonner, le CNES, le représentant du CNES en Chine, Norbert Paluch, sort régulièrement un rapport sur l'état du spatial chinois, qui est extrêmement intéressant. Et il présentait les nombres de lancements en disant ça y est, une fois de plus, la Chine est le pays qui a fait le plus de tirs avant même les États-Unis, et ça fait 2 ans que la Chine tire plus que les États-Unis. Alors en nombre de tirs, oui, mais pas en nombre de satellites. Donc ce qu'il faut bien voir, ça, c'est le nombre de satellites qui sont lancés en 2021. Donc vous vous rendez bien compte que là, tous les petits ronds, parce que c'est des petits satellites, c'est des satellites d'Elon Musk à moins de 300 kilos. Mais ces satellites, on sait très bien qu'ils vont faire beaucoup de choses. Donc on ne peut pas parler en masse de satellites, et on ne peut pas parler non plus qu'en nombre de satellites. En ma planche, juste que je vous le dis, c'est pour la curiosité, hein, mes planches sont souvent mes propres instruments de travail. Mais vous avez sur le pays la nationalité des satellites, donc le nombre de satellites, donc tout ça c'est les satellites américains, et les couleurs correspondent au pays d'où ces satellites ont été lancés. Donc par exemple, ici, vous avez des satellites européens qui sont lancés depuis Baïkonour. Je pense que j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. Vous avez le nombre de satellites, vous avez la nationalité du satellite qui est indiquée par sa couleur, et vous avez l'endroit où le satellite a été lancé. Au passage, je vous signale que la base de Vostochny, la base que Poutine a développée à grands frais pour devenir une base russe autonome et indépendante de Baïkonour, eh bien, si vous regardez cette planche, et si vous regardez la suivante, ça fait 2 ans que la base de Vostochny, elle ne vit que parce qu'on lance des satellites commerciaux européens.
Donc là encore, c'est pas le sujet du spatial russe, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même des sacrées difficultés avec le spatial national. Parce que vous faites une base spatiale et vous n'avez rien à tirer, c'est pas bon signe. On voit bien la difficulté. Et vous voyez que la Chine, globalement, effectivement, que ce soit en 2020 ou en 2021, elle est sur une activité spatiale beaucoup plus classique comparée à l'activité spatiale américaine et justement cette activité commerciale du New Space. Et c'est quelque chose qui dure. Je vous remontre là 2019, et puis je vais vous remonter 2018. Alors là, j'avais pas distingué les gros et les petits, parce que c'était un peu le début du phénomène, mais même là, vous vous rendez bien compte que l'écart continue à se creuser et les États-Unis continuent à tirer beaucoup plus que la Chine. Alors, je ne vais pas trop, je regarde le temps qui me reste. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un marché intérieur solide et des ambitions commerciales en Chine. Ça, c'est certain. Ces ambitions commerciales, c'est pas des ambitions commerciales pour des entrepreneurs privés. Le secteur spatial, ça reste un secteur de souveraineté et un secteur de maîtrise de l'État sur ses activités parce que ce sont des activités stratégiques et parce que ce sont des activités stratégiques au sens large, y compris au développement. Alors après, effectivement, depuis 2014, comme par hasard, en parallèle avec les déclarations américaines de commercialisation, la Chine a mis en place un cadre réglementaire pour faciliter la création de sociétés commerciales chinoises dans le domaine des satellites, mais aussi dans le domaine des lancements. Un peu surprenant, parce qu'on pourrait penser que le domaine des lancements, c'est quand même très très souverain. Et quand vous regardez, c'est justement ce que fait ma doctorante, quand vous regardez quels sont les montages financiers de ces sociétés commerciales, vous apercevez qu'elles ne sont pas privées, elles sont ce qu'on appelle mining, capital social, et ce capital social, c'est un capital qui vient en partie des banques d'État, qui vient en partie des régions qui, en Chine, pensent que là, il y a quelque chose de super à faire et qui, dans les parcs d'innovation, mettent de l'argent pour développer des petites bases de lancement éventuellement et des petits lanceurs commerciaux. Mais au final, derrière, il n'y a pas véritablement de concrétisation. Et quand vous regardez le livre blanc de 2021, là, ils disent qu'il faut encourager les commerciales, mais on voit bien que derrière, tous les lanceurs futurs qui développent, c'est tous des lanceurs de la CASC et de la CASI. Donc, sauf un, oui, encore, c'est une filiale de la CASC. Donc ça laisse un peu perplexe. Alors après, effectivement, vous avez des images comme ça, où on voit la Chine se propulser, vous avez des très jolies photos avec le cycle de la CNSA, mais enfin ça n'a pas fini, à gauche, enfin comme vous voulez, là, de ce côté-là, à droite pour moi. Ce que vous voyez, c'est les résultats des tirs qui sont encore effectués de Xichong dans les satellites géostationnaires. Et figurez-vous que un lanceur, ça a une fâcheuse tendance à ce que son premier étage retombe. Alors ils sont en train de faire des lanceurs réutilisables, et donc ils ont refait là récemment un essai pour un vol sur... J'ai touché à rien, hein. Sur un vol sur... c'est pas moi. Sur un vol sur suborbital, donc je vous laisse chercher. Bon, j'ai pas touché. On va le récupérer. Et sur un vol sur... voilà, magique, restez par là peut-être. Ça va être efficace. On viendra. Donc c'est très intéressant parce que ils ont créé la base de Hainan justement pour pas avoir ce genre de problème avec des premiers étages qui retombent sur des zones occupées, sur des zones habitées. Et donc c'est un documentaire tombé du ciel qui a été fait par quelqu'un qui était quelqu'un de local, je crois que c'est Quand je marche. Je voudrais pas dire. Et donc une histoire de plancher, là, clairement. Et donc, du coup, ce documentaire, il est très intéressant parce que l'État chinois n'a pas vu du tout d'objection à ce que ce cinéaste le tourne de façon complètement privée. Alors, c'est très drôle parce qu'on voit, vous pouvez le trouver sur Internet, en anglais, il est assez fascinant. Et donc, on voit l'ensemble du processus, c'est-à-dire la veille du tir, quelqu'un qui passe dans la ville en tapant avec un tambour et en disant à 2h du matin va y avoir un tir et donc il va tomber du ciel un certain nombre de matériaux, etc. Tous aux abris. Et la ligne n'a même pas construit d'abri, je sais pas quoi, c'est chacun se débrouille, il va dans sa cave, il va dans son truc, etc. Et il y a une petite fille qui est très mignonne parce que le lendemain matin, elle dit je comprends pas pourquoi dans un pays aussi grand que la Chine, ça tombe toujours chez nous. Il y a des raisons d'orthographe
photographie qui font que... Et donc, c'est pas choquant, mais ce qui est drôle derrière, et c'est là qu'on mesure ce qu'est le spatial chinois, c'est que derrière, vous avez les paysans qui récupèrent donc les gros morceaux, hein, comme ça, et qui appellent l'armée populaire de libération, c'est l'armée populaire de libération qui assure les tirs et qui a la responsabilité des tirs, qui les appelle et qui essaie de leur revendre leurs morceaux. Donc vous avez vraiment un marché, enfin, c'est le souk, quoi. Et donc on les voit, ils disent, ah bah non, nous, ça nous a endommagé la rizière, des tas de trucs et tout. Le PL qui dit, mais de toute façon, la terre, elle vous appartient pas. Ah bah oui, mais on a mis tant d'heures à tant de gens, etc., il faut nous dédommager. Et bon, à la fin, la PL sort un peu de sous, et voilà. Et puis vous avez d'autres malins qui, eux, alors on les voit pas là, mais qui, eux, revendent rien du tout. Alors c'est interdit de s'approprier les morceaux tombés du ciel, et vous voyez les pots d'échappement de mobilette avec les morceaux de tuyaux qui arrivent visiblement de lanceurs, etc., etc. Bon, et ça, c'est aussi un spatial chinois. C'est un spatial chinois qui va peut-être disparaître, probablement d'ailleurs, qui est amené à disparaître. La base de Hainan est faite pour ça, mais c'est un spatial chinois qui en 2022 existe toujours. Alors après, ce documentaire, il a eu beaucoup de succès, donc il a ensuite été interdit. Mais au niveau il a été interdit 2 ans après. Alors, le spatial lieu d'expression du rêve chinois, donc je crois que là vous avez compris le principe, donc je n'y reviens pas. Je veux juste signaler quelque chose, c'est qu'effectivement, quand vous êtes un nouveau venu dans le spatial, tout le monde vous dit la Chine c'est incroyable, elle s'est posée sur la face cachée de la Lune. Ah oui, c'est une jolie mission parce que ça suppose que vous ayez un satellite qui vous permet de communiquer avec la Terre et que vous êtes sur la face cachée de la Lune. Effectivement, c'est une jolie mission. Mais ça donne chez certains journalistes, je vous suggère de lire un télérama récent, la Chine a réussi à poser un homme sur la face cachée de la Lune. J'ai pas de problème. Bon, je vais poser d'hommes, mais pourquoi pas. Et donc vous avez cette idée que c'est incroyable ce que font les Chinois. Sauf que les Chinois, s'ils veulent faire une première, malheureusement, la face visible, il y a déjà eu des premières. Donc ils ne peuvent faire une première que sur la face cachée. Et ça, c'est un truc très important parce que finalement, quand vous êtes un nouveau venu, c'est toujours plus dur de vous faire reconnaître pour avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est très clairement pensé en Chine, d'où l'ambition aussi de cette mission martienne, qui était de pas faire une mission rabais. Puis ça a pris le temps que ça a pris le temps, et du coup, ils font une mission qui n'est tout de suite à niveau des États-Unis. Alors, ils ont de la chance sans doute aussi, mais ils n'ont pas eu malchance, comme on peut dire, mais en tout cas, actuellement, vous n'avez que 2 rovers et 2 sondes posées, et il y en a une chinoise, comme ça, les américains. Alors, l'organisation du spatial chinois, je ne pourrais peut-être pas trop développer parce que le temps passe, mais si je me résume, c'est une forte implication de l'État avec des objectifs politiques très très clairs, parfaitement ciblés. Moi, je pense qu'il n'y a qu'en Chine et aux États-Unis que véritablement on intègre dans des programmes, quels qu'ils soient, le volet spatial. Nous, on ne sait pas faire ça. Les Russes ne l'ont jamais fait. Les Indiens, ils n'ont pas besoin, parce que de toute façon, pour eux, le spatial, c'est de l'infrastructure. Et c'est extrêmement important, on va le voir, parce que par exemple, vous avez la Chine qui a développé le système de navigation Baidu, comme nous on a développé Galileo, pour toutes les raisons qui fait qu'on a besoin d'un système de navigation. Ils ont développé le programme des nouvelles routes de la soie, et bon, ils ont intégré Baidu comme si ça avait été fait pour, alors que pas du tout, c'est la réintégration, la re-rationalisation. Ils intègrent Baidu dans le Space Information Corridor, comme si d'un seul coup, ils avaient toujours pensé les routes de la soie avec un volet spatial, etc. Et ça, quand vous avez des choses comme ça, c'est vraiment la preuve d'une grande capacité, d'une grande compétence du politique à se saisir des enjeux spatiaux et à l'intégrer dans tous les éléments de l'être. Donc les mots d'ordre nouveaux avec Xi Jinping, parce que ça c'est vraiment nouveau, c'est la fierté nationale. En 2003, moi j'étais à Pékin, et bon, Pékin se caractérise entre autres choses par de magnifiques embouteillages. Et donc, vous êtes amené à prendre le taxi. Je parle pas le chinois, mais je fais souvent ça avec des collègues qui, eux, parlent chinois. Et chaque fois qu'on a discuté avec les chauffeurs de taxi sur c'est génial, vous avez un homme dans l'espace, etc., le passage n'est pas du tout, chauffeur de taxi. Et ils disaient, oui, il y en a d'autres qui l'ont fait déjà. Enfin, vraiment, ça ne le faisait pas rêver du tout. Aujourd'hui, vous dites en Chine, vous faites une station spatiale, etc., et vous dites, oui, on est les meilleurs, etc., etc. Donc là, il y a vraiment eu un discours politique d'affirmation de la fierté nationale qui correspond d'une certaine façon à cet aboutissement du rêve de Mao. C'est-à-dire, on va être reconnu, on va passer sur le devant de la scène. Et c'est pas pour rien que ce rêve chinois de 2049, là, il y a une vraie cohérence. Nous, on le voit comme, bon, c'est une forme de pub, mais non, c'est pas une forme de pub, c'est un aboutissement d'un projet très ancien.
Alors, la place particulière de l'APL, si j'ai le temps, j'y reviendrai un petit peu. Donc aujourd'hui, l'APL, la République d'Intégration, elle contrôle les infrastructures, telles qu'il assure les tirs, telles qu'il assure les pas de tir. On se pas fondamentalement originaux. Hein. Et en plus, aujourd'hui, elle commence, enfin aujourd'hui, depuis 2008 et de plus en plus, elle a désormais sa propre filière spatiale, c'est-à-dire qu'elle fait elle-même la définition de ses programmes. Elle a ce qu'on appelle le DGA, mais ça ressemble un peu à la DGA française, hein, qui pilote justement ses programmes spatiaux, toujours en interaction avec les entreprises spatiales qui sont des entreprises d'État. Et quelque chose qui est plus nouveau, et dont on ne parle pas encore assez, mais qui peut être un sujet important bientôt, c'est cette question du rôle nouveau des provinces chinoises, qui veulent aussi avoir leurs compétences spatiales. Et ça va être assez intéressant de voir comment va se faire la négociation politique entre l'État central et les provinces. Que nous, on a une vision un peu édulcorée. Enfin, si vous vous rappelez, quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il avait un concurrent qui s'appelait Beau, qui par hasard a été accusé de corruption, et il peut arriver la même chose à Xi Jinping si un jour quelqu'un arrive à monter une coalition contre lui, et qui arrivait avec justement toute l'appui de sa province. C'est très très important le rôle des provinces en Chine. Et donc là, on voit bien effectivement que le spatial est devenu là encore suffisamment banalisé pour que les provinces envisagent d'en tirer des bénéfices, y compris à l'interne régional au sens vaste, mais qui reste quand même régional. Alors ça, c'était juste pour rappeler très vite, je vous montre juste les nouvelles relations entre le secteur civil et le secteur militaire, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'en bas, la chaîne de l'échelle, vous avez toutes les entreprises d'État. Vous allez avoir quelques petites entreprises commerciales. Et donc finalement, de toute façon, tout le monde et tous ces acteurs vont finalement donner de l'argent à ces entreprises d'État et vont récupérer les produits de ces entreprises d'État. D'où un concept extrêmement important aujourd'hui en Chine. Aujourd'hui, depuis 2017, encore plus, il est déjà 2014, qui est le concept de synergie civilo-militaire. Et c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que le civil a réussi à faire, toutes les compétences de haute technologie et tout l'investissement qui a été réalisé dans le civil, doit maintenant servir aux militaires. Et le spatial, c'est un de ces domaines où effectivement les compétences civiles dans le domaine de l'observation de la Terre, parce qu'il fallait faire de la gestion agricole, parce qu'il fallait faire du développement des villes, parce qu'il fallait faire du suivi des catastrophes naturelles, des suivis des grands aménagements hydrauliques et autres, tous ces satellites d'observation de la Terre civile, maintenant c'est des satellites d'observation de la Terre militaire. Et c'est vraiment ça le sens de la synergie civilo-militaire. Donc 2008, vous avez un secteur spatial avec le GED. 2014, vous avez l'annonce de cette synergie. 2017, vous avez la réforme avec la création de troupes spatiales. Donc ça, effectivement, mais c'est pas du tout des troupes spatiales comme nous on l'entend. Enfin, c'est des troupes cyber, etc. C'est pas pour mener la guerre pour l'espace. Et effectivement, vous avez cette évolution qui est extrêmement importante. Alors, je vais voir jusqu'où j'allais. Ouais, voilà, je vais sauter avec eux. Et je vais en revenir quand même, parce que je trouve important, sur cette histoire de la diplomatie spatiale de la Chine. Et la diplomatie spatiale de la Chine, vous voyez, c'est, j'ai pris, moi je suis quelqu'un, j'aime bien compter, on va dire. J'ai commencé justement quand j'ai présenté ma candidature au CNRS la première fois, j'avais compté le nombre de satellites lancés depuis 1957, j'avais des planches avec des petits satellites. Alors heureusement pour moi, j'arrivais en fin de carrière, parce que les gens comme Elon Musk, ils me cassent la maison, hein, ils me cassent la baraque. Parce que là, quand je comptais, j'avais au mieux du mieux, allez, les 30 années où les soviétiques, ils allaient jusqu'à lancer 3 satellites par semaine. Déjà pas mal, j'arrivais à 175 satellites par an. C'était confortable. Maintenant, les années s'accumulent, et puis Elon Musk, il m'annonce 40 000 satellites. Alors 40 000 satellites, sachant qu'aujourd'hui, il y en a au mieux 15 000, ça va plus du tout. Donc je peux plus compter comme je comptais. Mais je compte aussi les accords de coopération. Ça, c'est plus tranquille, il y en a beaucoup moins. Et surtout, la Chine adore mettre en avant, et ça c'est très important, toutes les coopérations spatiales qu'elle a. Ce qui est bien la preuve qu'elle a quand même un syndrome par rapport à ce refus des Américains de l'intégrer dans les acteurs légitimes, on va dire, du spatial. Et donc, si vous reprenez l'ensemble de la diplomatie spatiale de la Chine, vous voyez qu'elle diversifie énormément, c'est-à-dire qu'elle peut faire la construction de satellites de télécom avec le pays. Alors, vous vous doutez bien que quand le Nigeria fait un satellite de télécom avec la Chine,
J'ai comme dans l'idée que le Nigeria, ils n'ont pas faire grand-chose du satellite de télécom. C'est quand même probablement la Chine qui en fait l'essentiel. Mais bon, c'est un satellite de télécom qui sera nigérian. De la même façon, vous voyez qu'elle peut faire simplement le tir d'un satellite, ou qu'elle peut tout bêtement avoir un accord cadre qui va être un accord de coopération scientifique, technologique, etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça recoupe assez bien les zones sur lesquelles la Chine prétend avoir une influence et un rôle. Je pense que c'était la planche d'avant, et effectivement, on voit évoluer entre 2007 et 2019, et 2019 et 2000, c'est la même, j'ai 2007 et 2019 de fois. Ok. Alors j'avais une autre planche qui montrait qu'on voyait que cette diplomatie spatiale, au fur et à mesure du développement chinois et de la mise à disposition de développement chinois, elle s'accroisse. Donc la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est par rapport, par exemple, au contrôle de l'espace, ou par rapport à la volonté des Américains avec les accords Artemis de, en quelque sorte, un peu préempter le droit spatial sur la Lune, ça va être quelle va être la place de la Chine par rapport à ça? À la fois comment la Chine va se voir et comment on va vouloir la voir et quelle place on va vouloir lui laisser. Dans le fameux livre blanc là, de 2021, ils insistent beaucoup, les Chinois, c'est les premiers éléments sur la nécessité de réformer la gouvernance spatiale. Alors pour eux, c'est plus admissible que ce soit les États-Unis qui fixent en quelque sorte les règles du jeu. En même temps, quand vous regardez les budgets, quand vous regardez l'ancienneté et les compétences des États-Unis, bien évidemment, que tout cet argent investi, il sert précisément à configurer l'activité spatiale mondiale. C'est bien le but. Donc là, effectivement, les Chinois sont, je dirais, de bonne guerre à vouloir lutter contre cette hégémonie américaine. À mon avis, c'est plus là le problème que réellement le fait de vouloir empêcher les systèmes américains d'agir. Parce que là, si vous regardez, c'est une planche un peu ancienne sur les satellites militaires en orbite. Je dis qu'elle est ancienne parce qu'en France, on en a quand même tiré quelques-uns depuis 2019. Là, c'était là, 2020. En avril 2020, puis depuis, on a tiré 4 satellites de plus, donc ça a grossi, ça grossit la planche. Enfin, là encore, quand vous comparez les satellites chinois et le nombre de satellites américains, je vous suggère de regarder la très jolie couleur palme. La couleur palme, c'est tous les satellites scientifiques et technologiques. Autrement dit, c'est tous les progrès qu'on est en train de réaliser. Regardez le nombre de satellites militaires américains qui sont financés sur des programmes de développement technologique. Ça veut dire que c'est des nouvelles générations de satellites militaires qui vont arriver dans très peu de temps. Si vous comparez aux satellites militaires chinois, effectivement, vous avez beaucoup d'observations de la Terre, vous avez beaucoup d'écoutes, vous avez peu de télécommunications, ce qui prouve bien que l'armée chinoise, c'est une armée qui n'envisage pas de se déployer dans le monde entier, qui ne reçoit pas les images sur le champ de bataille, c'est pas du tout ça. Et tout ce verre, en fait, c'est Beidou. Donc c'est pas non plus l'activité spatiale militaire chinoise, elle est en embryon. Elle va se développer de plus en plus, évidemment. Mais pour l'instant, on est encore très loin du compte. Donc ça, c'était justement la création. On y reviendra peut-être aux questions sur les forces de soutien stratégique. Donc ma dernière planche, on a un tout petit peu le temps de discuter, c'est la Chine dans l'espace en 2049. Alors c'est d'abord des ambitions globales, c'est pas d'abord des ambitions spatiales. Ce qui est plus important, c'est le rôle que la Chine tiendra dans le monde et la façon dont la Chine sera un acteur majeur de l'encadrement global des activités terrestres. Et ça, je pense que c'est très important. On a été surpris, nous, en Europe, de voir combien la Chine s'est impliquée, par exemple, dans la COP 21 et combien la Chine est préoccupée par les questions d'environnement, pour des raisons évidentes, que l'environnement en Chine, c'est un sujet extrêmement délicat et complexe, mais il y a aussi le fait que la Chine veut être un acteur international reconnu, avoir son droit à dire sur les affaires de la planète. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et de la même façon, le rêve chinois, il se décline dans le spatial. Et je reconnais quand même que le spatial fait encore rêver. Donc il y a une espèce de synergie naturelle avec le spatial pour une espèce d'étendard du rêve chinois, d'autant plus que c'est un étendard qui a plutôt bonne presse, qui n'est pas trop militaire et qui n'est pas trop vu comme agressif, même si les Américains font ce qu'ils peuvent pour le présenter comme tel. Ensuite, ce sont des défis importants à relever sur le plan politique interne. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on sous-estime. Et c'est une des forces spatiales chinoises. C'est que, tout simplement, l'État chinois a besoin de continuer à investir dans le spatial pour pouvoir continuer à créer de la richesse et continuer à monter le niveau de vie de sa population. Après, les défis technologiques. Alors, est-ce que finalement, c'est crucial ou pas de faire une technologie spatiale très sophistiquée? Là, je pense que c'est une vraie question. Est-ce que finalement, un spatial moins coûteux, moins performant, peut pas aussi
suffire à répondre à un certain nombre de besoins et tout compte fait, gommer l'avantage des États-Unis, qui reste un énorme avantage technologique, mais qui est peut-être moins un avantage dans la pratique et dans les usages. Un Internet chinois par satellite qui serait moins performant que celui d'Elon Musk, après tout, est-ce que ça ne peut pas marcher tout aussi bien, et est-ce que ça ne peut pas aussi conquérir des marchés dans des pays où finalement on a moins d'argent et où on n'est pas prêt à investir pour un service d'une qualité aussi importante que celle des Américains? Ça, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Et je ne sais pas, parce que je sais d'autant moins que quand je note quand même que la Chine, toujours dans cette idée qu'il lui faut faire aussi bien que ce que font les meilleurs, elle a quand même un peu tendance aujourd'hui à faire du spatial de plus en plus sophistiqué. Donc c'est un petit peu comme si cette honte d'attraction spatiale très technologique était quand même en train de prendre de la valeur. Quelle sera la place de la Chine, de l'espace dans les domaines d'innovation dans 25 ans? C'est ce que j'évoquais. Est-ce que le spatial, c'est encore un des plus grands domaines de notre technologie dans une économie aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui prennent sa place? Ça, je n'en sais rien, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Parce que ça a été, au XXe siècle, ça a été le grand moteur du développement technologique, du XXIe siècle. Ça, c'est certainement encore à l'auteur, mais où est-il placé, je n'en sais rien. Et puis une autre question, c'est quelle sera la place de l'homme dans l'espace? Est-ce que réellement on va exploiter les ressources célestes? Est-ce que réellement on va faire des bases lunaires? Est-ce qu'on va vraiment faire des missions martiennes? Si on le fait, la Chine, elle ne pourra que suivre. Avec son rythme, avec ses délais, avec son truc, mais elle suivra. Si ça s'étiole, peut-être que tout simplement la Chine, ce passage-là, elle le fera à minima. Donc là encore, d'ici 2049, moi je ne lis pas trop dans le marc de café, dans la boule de cristal. Donc je pense que ce qui est important, c'est effectivement de se poser cette question en prenant en compte tous les paramètres qui sont à la fois des paramètres internes et des paramètres externes, y compris les paramètres qui touchent à ce qu'on veut faire de l'espace, comment on voit notre activité de l'homme dans l'espace dans les années à venir. Et ça, je pense que c'est une vraie grande question aujourd'hui, en 2023. Voilà, merci de votre attention. Merci de cette présentation sur un sujet tellement riche et tellement complexe. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, donc nous avons un petit peu de temps pour poser des questions. Et si vous voulez également... Merci. Pour commencer, merci infiniment Isabelle, c'était passionnant. Pour aller plus loin sur la coopération aujourd'hui entre la Chine et la Russie dans le contexte actuel, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, ton sentiment? Non, ça c'est vraiment... Je comprends que tu poses la question, on va juste... Tu as aussi probablement une idée sur la question que j'aimerais bien entendre aussi. Là, c'est vraiment de l'ordre de la réflexion. Moi, ce que je constate, je regarde ça quand même sur le long terme, c'est que Roscosmos avait un seul pays où il avait une implantation, où il avait une agence extérieure, c'était en Chine. Donc effectivement, depuis 1991, depuis la fin de l'URSS, il y a une coopération importante entre la Russie et la Chine. Dans les années 2000, tu vas avoir le même sentiment que moi, franchement, les Russes prenaient les Chinois très largement par le mépris. C'était vraiment, c'était pas sérieux ce qu'ils faisaient, enfin c'était bien, ils essayaient, on les aidait, mais ça allait pas très loin. Depuis, les choses ont bien changé, parce que autant la pente elle est favorable pour les Chinois, autant elle est stagnante, voire défavorable pour les Russes. Et donc moi j'ai eu le sentiment, ces toutes dernières années, je peux dire les deux dernières années, que finalement les Russes commençaient à ouvrir un peu leur réserve du spatial militaire un peu sophistiqué. Et on voyait des accords de coopération sur l'alerte avancée, qui fait rêver les Chinois, parce que ça les intéresse, et sur la surveillance de l'espace, qui était jusque-là des secteurs que les Russes n'avaient jamais envisagé de partager avec les Chinois. Et en revanche, on voyait les Chinois proposer de plus en plus des fabrications, des productions, des composants aux Russes qui, depuis 2014 en plus, sont en peine d'acquérir ces composants. Sauf que, visiblement, les composants chinois, c'est pas exactement les composants occidentaux, et quand il faut les intégrer dans les systèmes russes, ça marche pas si bien que ça. Donc, moi, mon sentiment, c'était, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine, jusqu'à ce que la Russie attaque l'Ukraine, mon sentiment, c'était que la Russie, un peu comme dans les routes de la soie, la Russie essayait de prendre la main sur le volet militaire, sécurisation, maintien de l'ordre, etc., et qu'à la limite, la Chine le lui laissait volontiers,
et que la dimension commerciale, c'était la Chine qui la prenait, et que tous les nouveaux systèmes de constellation et autres, effectivement, ils allaient être chinois, il n'y aurait pas de système russe, et puisqu'il y avait un partenariat, bon an, mal an, la Russie vendrait ça comme nous, finalement, on reste encore sur les technologies les plus sophistiquées. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que là, aujourd'hui, la Russie, il y a quand même un effet de ce qu'on appelle relation internationale, le pestiféré, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les Chinois ont annoncé haut et fort qu'ils restaient solidaires de la Russie, etc., etc. Bon, ça va quand même être un petit peu compliqué. Donc, est-ce que ce partenariat va vraiment survivre dans un domaine qui est un domaine marginal, en gros, parce que après tout, les Chinois peuvent attendre encore un peu pour la surveillance de l'espace et pour de l'alerte avancée. Et quand on va voir que la mission lunaire, moi j'ai du mal à croire que les missions lunaires chinoises et russes, les missions lunaires chinoises, j'ai du mal à croire qu'elles vont partir et marcher. Les missions lunaires russes, là, elles avaient déjà, avec quoi, 10 ans, 15 ans de retard. On sait que le secteur scientifique il est sous-financé, on sait qu'ils sont très dépendants des composants occidentaux et des compétences occidentales sur des trucs sophistiqués. Là, ça va être très très compliqué. Donc une grande coopération sur la Lune entre les Russes et les Chinois, aussi avec les Chinois, ça va être difficile. Et les Chinois n'ont plus besoin des Russes. C'est ça le vrai truc. Donc c'était important en revanche pour les Chinois d'afficher ce partenariat avec les Russes, parce que du coup, ça permettait de contrebalancer le partenariat occidental. Donc de ce point de vue-là, c'était très utile. Ils vont nous le faire avec la station. Hein. La station spatiale internationale, quand on dit Thomas Pesquet va prendre chinois, c'est super, mais ils vont faire ce que faisait l'Union soviétique, en invitant des pays amis pour faire une pub, et d'une certaine façon, je pense que c'est plutôt pas mal, c'est quelque chose à nommer dans ce cadre-là, je pense que c'est pas mal, parce que on a toujours intérêt quand même à garder des liens, à échanger, et voilà. Bon, sauf que là, ça ne va pas pouvoir, enfin, par rapport à la Chine, ben oui, il va y avoir des Européens qui iront dans la station chinoise, hein, on va se faire d'illusions. Mais les Russes avec un projet comme de dire on va déorbiter une partie de l'ISS, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je te laisse donner ton avis sur la question. Mais c'est ça. Là, on touche vraiment la limite. Oui, vous avez évoqué l'espace orbital, des objets orbitaux et au-delà même. Est-ce qu'on peut considérer qu'il existe aussi un espace suborbital qui fait partie aussi de l'espace que vous n'avez pas évoqué, et en particulier donc, qui est le domaine des missiles intercontinentaux? Où en est la Chine dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle a des ambitions là aussi, ou est-ce que c'est en dehors de l'espace, à partir d'autre chose? Et en particulier, où en est-elle dans le Pacifique Sud? Parce que nous y sommes présents en quelle nuit? Très honnêtement, autant au début du spatial, on regardait les missiles, donc on regardait les lanceurs, autant aujourd'hui, je considère que c'est un secteur véritablement disjoint, et je n'étudie pas les progrès technologiques de la Chine dans le domaine du missile. Ça peut marcher pour la Corée du Nord, ça peut marcher pour l'Iran, parce qu'on est dans les débuts de programmes spatiaux. Pour la Chine, c'est véritablement des programmes disjoints. C'est des entreprises disjointes, donc des acteurs disjoints, donc on a vraiment quelque chose de fondamentalement différent. En revanche, si je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour les missiles intercontinentaux, ou même les missiles à moyenne portée de la Chine, je peux vous dire que pour ce qui est de l'implantation régionale de la Chine, la masse de satellites d'observation que je vois, parce que c'est bien, je dis ils sont civils, je maintiens, beaucoup sont civils. Les civils, ça n'empêche pas les militaires de s'en servir. Je veux dire, en France, ça a bien servi longtemps de spot avant de disposer d'Hélios. Donc ils ont maintenant des satellites militaires dédiés, plus des satellites civils en très grand nombre. Et quand je regarde certaines inclinaisons de certains de ces satellites, je constate que quand même il y a une sacrée couverture sur tout ce qui est la proximité de la Chine. Et là, s'ils n'ont pas du tout temps 8 jours et 24 heures sur 24, ça m'étonnerait. Ils ont cette capacité-là. Donc effectivement, c'est de l'information, mais ça prouve un intérêt très net et très clair. Ils essaient pas ils font pas du tout comme les États-Unis, c'est pas la terre entière qu'ils veulent voir, c'est vraiment les zones dans lesquelles se pose pour eux une question de sécurité nationale. Comme nous, voyons autrement, mais que eux voient comme une question de sécurité nationale. D'autres questions?
Je me posais une question, alors je vais la formuler naïvement par rapport à la crise en Ukraine actuellement, et un certain nombre de cerveaux qui fuient la Russie, notamment dans le domaine spatial. Est-ce que c'est une question peut-être un peu naïve et peut-être qu'il est trop tôt pour la poser, mais est-ce que la fuite de compétences et de cerveaux en Russie est susceptible de venir en Chine, faire changer cette politique actuelle de la Chine dans le domaine spatial? Question un peu naïve, évidemment, mais... Moi, je dirais que les Russes ne parlent pas chinois. C'est déjà un premier problème. Là où je connais beaucoup de Chinois qui parlent russe, encore dans les générations qui ont 45, 50 ans, ils ont été beaucoup en Russie, ils ont beaucoup appris en Russie, et ils parlent russe, et ils lisent le russe, et ils connaissent bien. Dans ce sens-là, ça marche. Ensuite, qu'est-ce que des scientifiques russes peuvent appeler à des scientifiques chinois aujourd'hui? Pas grand-chose, honnêtement, parce que les technologies, parce qu'il y a eu un tel sous-investissement dans les compétences spatiales scientifiques russes et il y a eu un tel investissement proportionnel en Chine qui était extrêmement important, avec en plus quand même la récupération de ce qu'on sait faire en Occident et aux États-Unis, que le hiatus est très important. Et puis ensuite, moi, je vais vous répondre un peu à côté, mais nous en France par exemple, on a des collègues russes qui sont déjà en France et qui, du jour au lendemain, en histoire des sciences, on n'est pas dans des domaines stratégiques et sensibles. Bon, cette collègue, du jour au lendemain, elle avait 24 heures pour faire ses bagages et repartir à Saint-Pétersbourg, où on l'a considérée comme une missionnaire. Bon, elle est en France, elle est mariée en France, elle n'est pas repartie à Saint-Pétersbourg, elle n'a plus rien. Et nous ne savons pas, nous Français, comment lui trouver des revenus. Donc je ne vois pas les Chinois se mettre à faire des gros efforts pour des secteurs où ils n'auront pas un retour sur investissement qui sera vraiment significatif. Alors il y aura sans doute des secteurs bien particuliers où il peut y avoir des Russes qui peuvent effectivement apporter quelque chose, mais et puis le secteur chinois il est quand même autonome. Enfin, je veux dire, ça prend du temps d'absorber des technos. Et puis je ne sais pas jusqu'à quel point... je sais pas, je me rends pas compte, mais on avait beaucoup parlé de ça, de la fuite des cerveaux à la fin de l'Union soviétique, etc. Il n'y a pas eu tant de fuite des cerveaux que ça, même dans les années très dures des débuts des années 1990. Donc franchement, je ne sais pas répondre. Oui, j'ai pas suffisamment regardé la carte que tu as présentée avec l'Afrique. Je voulais savoir l'importance de la présence chinoise en Afrique. Là, tu veux voir. C'est blanc, hein. Afrique du Nord, oui, enfin là, pas grand-chose. Les pays d'Afrique et l'espace, c'est encore en gestation. Quand on voit la présence chinoise massive en Afrique aujourd'hui, on voit bien que c'est satellite au service de politique d'aménagement du territoire. Oui, mais c'est les leurs. Mais là, tu ne vois pas véritablement de pays africains qui veulent, alors que tu vois l'Amérique latine. Tout le Nigeria, 100 millions d'habitants. Oui, j'entends bien. Mais si vous comparez par exemple à l'Amérique latine, vous voyez bien qu'on n'a pas une culture spatiale encore en Afrique. D'où d'ailleurs peut-être une chance pour l'Europe quand même. Si on y arrive. Si on l'apprend. Si on l'apprend. Et typiquement, ça serait quand même quelque chose qu'on pourrait évoquer, parce que là, tu vois bien le truc. Oui, dans la liste finale que vous avez présentée, on voit défis politiques. Moi, je comprends plus de politique, et qui sont liés à la nature même du régime, qui est très particulier et radicalement différent du nôtre. Alors, est-ce que vous pensez que ces buts politiques peuvent être déterminés par le pouvoir politique chinois, dont on connaît les caractéristiques, et qui, dans cette logique-là, pourrait, comme but politique, en cédant de ses capacités spatiales, à imposer son modèle au monde entier. Voilà, qui rentrerait d'ailleurs dans la logique même de ce régime. Oui, alors, quand je dis défi politique, je ne dis pas but politique, je dis vraiment les défis que le politique doit relever en interne et en externe chinois pour répondre finalement à ce qui va conditionner, et ça là-dessus tout le monde est d'accord, ce qui va conditionner la survie de son régime ou la poursuite de son régime ou l'embellissement de son régime, comme vous voulez, à savoir la question du développement national.
C'est-à-dire que le système politique chinois tient sans aucune contestation interne, parce qu'évidemment son pouvoir autocratique, etc., mais aussi parce que le niveau de vie des Chinois globalement s'élève et que vous avez une charte de plomb, etc. Je ne discute pas du tout de la manière dont le gouvernement chinois et le parti surtout gère son opinion publique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour lui, la vraie priorité, c'est d'éviter que cette cassure qui quand même est bien présente entre les provinces littorales qui sont riches et les provinces de l'intérieur qui sont pauvres, cette cassure, elle arrive à s'adoucir. Parce que ce que risque un autocrate comme Xi Jinping, c'est quand même d'avoir, il a pas mal envoyé des gens en prison, il a pas mal, la corruption l'a beaucoup servi, etc., etc. Mais dans un régime autoritaire comme ça, et en plus un régime soviétique, des factions, à deux types soviétiques, c'est le même problème, vous avez des factions qui se font. Et donc, Xi Jinping, il n'a pas du tout que des amis. Et plus vous voyez que le régime se durcit, plus ça prouve qu'il y a une véritable contestation qu'il craint. Et cette contestation, elle pourrait très bien aller s'appuyer sur des provinces qui seraient en situation de vulnérabilité, de déficit, et qui voudraient reprendre une espèce de guerre civile. Et cette notion de guerre civile chinoise, c'est quelque chose qui existe, dont la Chine ne parlera jamais, et qui est vraiment la grande angoisse, la grande peur du régime, c'est-à-dire en fait d'être bouleversé par un mouvement de l'intérieur. Donc les défis politiques qu'il a, c'est vraiment d'abord de continuer à monter, de continuer à tirer la croissance, de continuer à faire en sorte que les mouvements, la marche en avant lui permettent. Alors après, imposer son régime au reste du monde, franchement, je crois que ça lui est complètement égal, dès lors qu'il pourra faire ce qu'il veut, comme il le veut, sur la scène internationale. Donc, après, ça, je pense pas qu'il y ait vraiment, il n'y a pas cette espèce d'idée de la destinée manifeste, ou cette volonté des États-Unis, ou même les Européens, de porter la démocratie, de porter un modèle. Bon, leur modèle leur va très bien, ils estiment qu'il est très efficace, et ils n'ont pas véritablement de volonté exploitatrice, je pense, aujourd'hui, en 2023. Voilà, merci de...